Bonjour à toutes et à tous. Je suis Boris Petric, je suis directeur juridique et fiscal de l'Union sociale pour l'habitat. Je suis accompagné de Benoît Guinsley, notre conseiller juridique à l'Union, et puis de deux de nos avocats, maître Bernard Chesson, avocat, et maître Michel Guéner, donc avocat, qui sont des personnes qui ont participé, ou plutôt rédigé, donc ce cahier numéro 157 sur la valorisation des énergies renouvelables produites par les organismes HLM et qu'on va vous présenter dans quelques instants. On va parler des énergies renouvelables, donc des ENR, mais on va surtout parler des compétences des organismes en matière de production, de consommation et de vente de ces énergies. En effet, cette question de production et de valorisation des ENR suscite de nombreuses interrogations de la part des organismes HLM, tant sur le plan juridique que sur le plan opérationnel, qui, je dirais, à travers cette activité qui reste pour l'instant accessoire, poursuivent des objectifs différents. D'abord celui de décarbonation de leur parc, puisqu'ils mettent en place des solutions techniques adaptées au territoire. Donc on parle bien d'une énergie locale décarbonée. Ensuite, celui d'une maîtrise des charges et des coûts, puisqu'on parle donc des charges de bailleurs, charges de gestion, mais aussi des charges énergétiques de nos locataires grâce au dispositif d'autoconsommation collective. Et puis celui d'une nouvelle ressource, donc grâce à la vente de ces énergies. Donc c'est bien dans cet esprit-là qu'on a rédigé ce cahier repère numéro 157, que maître Bernard Chesson et maître Guéner, Michel, vont vous présenter dans quelques instants. Donc je vous laisse la parole pour la synthèse de vos travaux. Merci beaucoup. Alors d'abord, je voudrais une fois encore remercier l'USH de nous avoir donné cette chance et cette possibilité de parler de deux sujets, enfin de plusieurs sujets, mais deux en particulier qui nous tiennent particulièrement à cœur pour moi et pour Michel, le logement social et l'énergie. Et nous avons trouvé, grâce à l'USH, une occasion de mettre en avant les capacités et les possibilités que les organismes HLM ont de valoriser l'énergie renouvelable. Et donc c'est la thématique de ce guide. Et nous espérons que vous trouverez beaucoup de réponses à vos questions. Je ne parle pas de plaisir, mais au moins des réponses. La question qu'on se pose, alors évidemment, nous sommes juristes, hein, donc on a un défaut, c'est qu'on a tendance à poser d'abord la question, la décortiquer, puis après, effectivement, voir si on peut apporter des réponses. En plus, ce n'est pas facile parce qu'à 14 heures, ce n'est pas forcément la meilleure heure pour donner des explications trop complexes. Mais on va essayer quand même d'être assez précis, tout en malheureusement en restant un peu sur le survol. Alors, valoriser, ça veut dire retirer de la valeur. Donc, retirer de la valeur, on s'est demandé pourquoi, par qui, comment. Voilà, c'est les questions auxquelles ce guide répond. Quelle énergie? Donc, on a parlé d'énergie renouvelable, donc il y a une définition juridique. Mais on pense évidemment à l'énergie solaire, au gaz, à la biomasse, enfin des différentes énergies. Et puis ensuite, on s'est posé la question de savoir si un organisme HLM peut produire. Parce que la question est intéressante, mais si on ne peut pas produire, on ne peut pas la valoriser. Donc, comment est-ce qu'on peut la produire? Et de ce fait, nous sommes arrivés à définir ou à décrire les contraintes, mais aussi les opportunités que vous avez pour valoriser ces énergies. Alors, de manière très classique, et vous retrouverez ce plan dans le guide, on s'est d'abord intéressé aux compétences des organismes HLM, pour se dire, finalement, ces compétences les rendent légitimes, fondées à participer au développement des énergies renouvelables, développement et à la valorisation. Alors, cette question de compétence, elle est importante, c'est vraiment le point d'entrée, et c'est la clé de cette valorisation, c'est la clé de cette étude. De manière classique, mais c'est quand même important de le rappeler,
Cette compétence, elle se distingue selon que l'organisme est public ou privé. En matière d'organisme public, on parlera plutôt de principe de spécialité. Et en matière d'organisme privé, on parlera plutôt d'objet social. Vous retrouverez ces développements dans le guide. On a une deuxième question, une deuxième contrainte également quant aux compétences. Elles tiennent tout simplement au Code de la construction, de l'habitation, qui rappelle quels sont les objets, les missions des organismes de logement social et qui, pour les organismes de droit privé, impose des statuts types. Donc on sent déjà qu'on a une forme de limitation, mais cette limitation considère que c'est un mal nécessaire. C'est un passage obligatoire, mais ce n'est pas une contrainte en soi. Je rappellerai également qu'au-delà de la compétence matérielle, si je puis dire, on a une compétence territoriale, plus ou moins étendue. Je ne vais pas m'étendre, je ne vais pas faire trop droit, mais selon que vous êtes un OPH ou un organisme privé, vous avez une compétence plus ou moins large. Et puis, il faut savoir, mais c'était un projet, que dans le projet sur la simplification de la vie économique, il était envisagé d'attribuer des marchés à des sociétés créées entre un acheteur et un attributaire, ce qui laissait entendre une ouverture, une respiration dans les compétences générales. Donc là, on a abordé les compétences générales des organismes de logement social. Il se trouve que dans le domaine qui nous intéresse, le législateur a prévu ce que nous avons appelé des habilitations spécifiques qui tiennent à l'évolution de la loi en matière énergétique. Tout d'abord, en 2010, il a été prévu, autorisé, à ce que toute personne morale, ça va au-delà donc des statuts qu'on vient de rappeler, peut exploiter des panneaux photovoltaïques, avec la contrepartie qui est l'obligation d'achat par EDF. Donc, première ouverture, toute personne morale peut installer et exploiter des panneaux photovoltaïques. Donc, ça laisse entendre que les contraintes que j'ai rappelées tout à l'heure n'en sont peut-être pas tant que ça. Deuxième grande ouverture, et c'est celle qui va le plus nous intéresser, et celle avec laquelle vous allez devoir vous intéresser pour valoriser les énergies, c'est l'autoconsommation. Autorisée en 2019 avec la loi énergie et climat, avec deux types d'autoconsommation, brièvement. Une qu'on appelle l'autoconsommation individuelle, que je qualifierais de fermée, c'est-à-dire c'est l'autoconsommation entre vous et vous. C'est-à-dire que c'est le bailleur social qui va produire son énergie et qui va la consommer pour lui-même, même s'il peut en faire bénéficier indirectement les locataires. Et puis, on a également l'autoconsommation collective. Cette fois, on va faire rentrer un tiers dans l'opération. Donc, on aura toujours un producteur et un consommateur, mais cette fois, le consommateur pourra, par exemple, surtout être le locataire. Mais on va voir également qu'il pourrait être un tiers. C'est un des sujets qu'on a abordé dans le guide. Et cette autoconsommation collective, qui était d'abord limitée sur le plan géographique, a été étendue. Et on peut maintenant aller jusqu'à une certaine distance, 2 km, voire 10, voire 20, selon la zone, si on est en zone périurbaine ou rurale. Donc voilà, je tiens le temps là, ça va. Alors, une fois qu'on a cadré les compétences à la fois spécifiques des bailleurs sociaux et spécifiques à l'autoconsommation individuelle ou collective, on s'est posé la question de savoir comment cette énergie qui peut être produite, donc soit à l'occasion de construction neuve, soit à l'occasion de réhabilitation, comment cette énergie peut être mise en œuvre, comment le projet peut être porté. Ça conduit directement à une question à laquelle vous êtes habitués, qui est celle de la soumission de vos organismes, des organismes de logement social, au Code de la commande publique.
Et là, quelle que soit la forme que les organismes ont. Et c'est vrai aussi bien pour les organismes que pour ce qu'on a appelé leurs satellites, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui sont les filiales qui pourraient être créées ou les groupements qui pourraient être créés. On a différentes manières, différentes opérations, différentes manières de porter le projet. On les décrit rapidement. C'est le marché public. Pour ça, très classique, c'est des travaux, c'est des études. Donc il faut définir le besoin. On a la question de l'allotissement, on a la LOMOP, on a également, si on va très loin, on a la question également du paiement différé, qui en principe est interdit, mais on sait qu'il y a quelques ouvertures, on en parlera également rapidement tout à l'heure. Deuxième manière de contracter, c'est le marché global, conception-réalisation ou marché global de performance, qui permet donc d'aller un peu plus loin, puisque ça permet d'avoir la maintenance et l'exploitation. Et puis, on a également une ouverture à titre expérimental avec le contrat de performance énergétique qui permet jusqu'en 2028 d'avoir, justement pour les organismes publics, le paiement différé. Troisième mode d'exercice, le partenariat. Donc, dans le partenariat, on sait qu'on va transférer la maîtrise d'ouvrage à un tiers, mais c'est néanmoins réservé aux projets les plus importants, donc avec un minimum de 5 millions d'euros de projet. Quatrième mode d'exercice, la concession. Et donc là, cette fois, on a transféré le risque d'exploitation à un tiers, après mise en concurrence. Néanmoins, la concession a une limite, c'est qu'elle n'est pas adaptée à la rétrocession de la totalité de l'énergie à l'organisme. Et donc ça pose un problème puisque dans ce cas-là, on n'aurait pas d'aléa de marché si le prix est prédéterminé, fixé à l'avance par le concédant. Ces différents modes de production, de fabrication de l'énergie renouvelable seront, je pense, étudiés, je crois même savoir, prochainement étudiés par l'USH dans un guide complémentaire donc je ne sais pas exactement quand il sortira, mais je pense que l'année prochaine probablement. Oui, effectivement, en 2026, on espère premier trimestre. Voilà. Donc ça permettra d'aller plus loin dans la modélisation de la contractualisation. Les projets peuvent être, donc on voit qu'ils peuvent être portés soit par l'organisme tout seul, si je puis dire, avec ces modes contractuels que je viens d'évoquer, soit ils peuvent être portés par des tiers ou avec des tiers. Donc l'avantage, et ça c'est très important pour l'étude et la valorisation des énergies renouvelables, c'est que ça permet de ne pas mobiliser des moyens internes, mais de les externaliser avec une rationalisation financière. Donc plusieurs hypothèses. On pense là, en premier, et c'est ce qu'on a évoqué ce qu'on a développé dans le guide, à la question du bail. Donc consentir un bail à une personne pour effectivement réaliser son opération. Alors pour les organismes privés, il n'y a pas de problème particulier. Je rappelle donner un bail n'est pas soumis au code de la commande publique. Pour les OPH, il y a une distinction à opérer entre domaine public et domaine privé. Et donc là, on ira plutôt vers une convention d'occupation du domaine public ou un bail emphytéotique administratif. La question donc une fois qu'on a organisé le mode de fabrication, de conception, il faut se poser également des questions concernant l'assurance. On a construit, on sait que les énergies renouvelables sont nouvelles, donc on a une zone de risque qui n'est pas négligeable. Donc le guide vous permettra d'identifier les typologies de risques que nous avons nous-mêmes pu identifier avec des partenaires assureurs. On a, pour l'essentiel aujourd'hui sur le marché, détecté des risques en termes d'infiltration et d'incendie.
Ce qui nous conduit à vous rappeler qu'il est très important d'obtenir des certifications et des labels sur vos opérations. Ça conduit également, alors je ne vais peut-être pas aller trop loin dans le guide, mais dans le développement, mais vous le verrez dans le guide, on a développé toute une partie sur la responsabilité des constructeurs, responsabilité de l'organisme, donc avec la question de savoir si si l'ouvrage est ou non soumis aux garanties légales, décennales, biennales, ou si on a un élément d'équipement qui peut également l'être. Peut-être pas trop m'étendre sur les questions d'assurance, parce que je crois que... Non, mais en revanche, c'est vrai que c'est des demandes aussi qu'on a de la part d'organismes sur le montage de ces opérations, mais aussi sur les conséquences derrière en matière de gestion, en matière d'exploitation, et avec de nouveaux risques, notamment assurantiels, qui peuvent se développer. Avant peut-être que vous poursuiviez tous les deux, je remercie également les bailleurs qui ont participé à l'étude, Habitat 76 et Amsom Habitat, qui ont témoigné de leur usage contractuel, et on a essayé de retirer à travers ces cas d'usage des leçons, des bonnes pratiques en matière juridique. Et c'est vrai qu'on a besoin de ces exemples-là aussi pour nous, juristes, d'enrichir les limites de ce que vous pouvez faire ou éventuellement ne pas faire, même si on préfère la première option. Voilà, alors rapidement, parce que je vois qu'on a dépassé la mi-temps. Donc, au-delà de ces responsabilités que je pourrais dire à la fois traditionnelles, mais en même temps innovantes, il y a un autre risque qu'on a identifié et qu'il faudra, vous verrez dans le guide comment on l'a appréhendé, c'est le risque au moment de l'injection, l'injection de l'énergie produite dans le réseau. Donc là, il y a un vrai sujet sur lequel il faut être très attentif. Brièvement, le guide aborde également la question des relations entre le bailleur social et les locataires, très important, hein. Donc cette question, elle se pose alors un petit peu en autoconsommation individuelle, c'est la question des charges récupérables. Bon, là, on a une limitation posée par le décret, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais vous verrez dans le guide, c'est assez développé. Et en autoconsommation collective, donc cette fois, le locataire est associé. On rappelle qu'il y a une information préalable évidemment nécessaire, avec également un autre rappel très important, qui est la liberté de choix du locataire. On ne peut pas imposer à un locataire de se fournir en énergie auprès du bailleur au motif qu'il est locataire du bailleur. Donc il faut s'assurer de son consentement. Et un point très important auquel nous avons veillé tout au long de ce guide, c'est de rappeler qu'il n'y a pas d'énergie gratuite. Et donc il n'est pas souhaitable, et en tout cas il n'est pas envisageable, et ce n'est pas comme ça que nous avons conçu nos montages, il n'est pas souhaitable que l'énergie soit fournie gratuitement aux locataires. Ça m'amène à passer la parole à Michel concernant la question des relations avec le gestionnaire de réseau, notamment pour l'équilibre. Merci Bernard, merci Boris, merci Benoît de votre invitation. D'abord une remarque générale sur cet investissement dans la transition énergétique. Vous le savez, elle s'inscrit dans la vertu de l'économie circulaire. Il faut comprendre aujourd'hui que pour échapper à l'inflation du marché unique de l'énergie, rapprocher les installations de production des installations de consommation, c'est la vertu ciblée. Et il est important que tout organisme qui veut prendre en charge sa consommation en assumant sa production s'inscrive dans cette vertu de l'économie circulaire. Première réflexion générale. Seconde réflexion générale, il est assez significatif qu'alors que l'autoconsommation collective nécessite pour ses promoteurs de créer une personne morale organisatrice ad hoc, le législateur ait épargné l'ensemble des organismes HLM de cette contrainte juridique. Cela signifie concrètement que le législateur a considéré que les organismes HLM étaient des acteurs de plein droit, invités à investir dans l'autoconsommation collective d'électricité et de gaz
comme dans l'autoconsommation individuelle d'électricité stricto sensu. C'est très important parce que on voit, moi qui travaille beaucoup dans le secteur de l'énergie, une certaine timidité de petites structures à investir dans la production d'énergie. Or, vous êtes, organisme d'HLM au sens large, clairement invité par l'effet de la loi à créer des procédures d'autoconsommation collective. Cette procédure d'autoconsommation collective, elle est assez bien organisée et elle nécessite une relation avec Enedis ou les ELD, les entreprises locales de distribution, dans le cas où celles-ci ont un monopole de distribution d'électricité, pour l'évacuation ou la fourniture d'électricité en surplus et la comptabilisation de l'électricité consommée. Dans l'autoconsommation, l'organisme HLM a beaucoup de responsabilités sous contrôle du distributeur d'électricité de son domaine. C'est la question des relations avec les locataires, c'est la question d'assurer le volume de la production et donc, je l'ai dit à l'instant, les relations avec le gestionnaire de réseau. Mais nous insistons beaucoup avec Bernard, et je salue Julie Coulange qui a beaucoup travaillé sur cette étude, nous insistons beaucoup sur le fait que investir dans la production d'énergie n'est pas se limiter à entrer dans l'autoconsommation collective ou individuelle d'électricité et de gaz. Il y a la faculté que nous avons mesurée avec les deux exemples que vient de citer à l'instant Benoît, de signer avec des tiers une faculté que ceux-ci soient accueillis dans les bâtiments des organismes HLM et génèrent du revenu, de la richesse, un actif nouveau pour l'organisme HLM. Autre commentaire général, à bâton rompu. L'énergie, qui est un secteur, une nouvelle fois, que je pratique depuis très longtemps, est un secteur complexe. C'est pourquoi notre préconisation est, quand vous recourez à la commande publique, d'avoir le souci de marché, de performance, qui vous permettent d'évaluer en amont toutes les compétences, les spécialités et l'expérience de vos futurs prestataires. Ça n'est pas une commande de bâtiment ou une commande brute. C'est un vrai partenariat de métier qui nécessite pour cela de travailler avec des gens d'expertise rompus et bien pratiqués. Je te passe la parole sur les regroupements. Oui, merci. Donc effectivement, après avoir abordé la question de l'autoconsommation, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait s'organiser juridiquement seul ou à plusieurs, et on a surtout intéressé au mode de regroupement à plusieurs. Donc schématiquement, et vous retrouverez évidemment sous les développements dans le guide, schématiquement, il y a deux modalités. La première, c'est le contrat. On pense essentiellement à la convention de groupement. Donc on a proposé quelques guidelines, si je puis dire, quelques lignes de conduite pour aller vers la convention de groupement. Mais cet outil, fort intéressant, a ses limites. Et donc on s'est également intéressé à des modes de fonctionnement plus pérennes. Et donc là, à ce moment-là, on va vers la constitution de structures. Donc il y a plusieurs structures qui ont été étudiées dans le guide, que ce soit des groupements GIP, GIE par exemple, la SAC, l'association, la société d'aménagement dite Loimol, ou encore la filiale d'équipement local d'intérêt général. Donc on ne va pas aborder là les contraintes, et les avantages et les inconvénients de chacune de ces structures, mais sachez que ces structures, il faut y penser. Il y a des contraintes évidemment, mais on a la conviction que vous avez les outils, aussi bien pour l'activité que pour le fonctionnement, pour valoriser vos énergies au profit d'abord des organismes, ensuite de vos locataires, concurremment même d'ailleurs, et puis éventuellement auprès de tiers. Sachant, Bernard, que dans le monde de l'énergie, l'esprit de fédération, il est dominant.
Aujourd'hui, il n'y a plus d'acheteurs isolés et il n'y a plus de vendeurs isolés. Donc, le mouvement canalise au sein de vos outils juridiques, Bernard, qu'il connaît parfaitement, on le trouve dans le secteur de l'énergie au sens large. Et c'est ainsi qu'au-delà même de structures filiales que vous pourriez créer, vous devez vous associer ou pensez vous associer avec des collectivités territoriales, avec d'autres acheteurs possibles. C'est à la base ce qui est l'effet de mode aujourd'hui pour réduire évidemment l'effet d'amortissement. Tout à fait, voilà. Donc c'est vraiment une chance que vous avez. Lisez ce guide parce que je pense que vous allez trouver beaucoup de réponses. Et il y a également des conseils. Donc on vous encourage à prendre connaissance et rapidement. Alors, sur ce point, le guide est disponible au centre de ressources. On l'a rapidement évoqué en introduction. Il y a toute une partie aussi fiscale dans ce guide qui a été rédigée sous la houlette de Pascal Loiseau, mais avec Guillaume Marot du cabinet Noccio Avocat, co-auteur de cette étude. Dans cette séquence-là, difficile d'embrasser dans le détail tous les éléments juridiques portés par ces projets d'énergie renouvelable. Toute la direction juridique a d'ailleurs été associée, puisqu'il y a un volet locatif qui est important dans les rapports locatifs, peut-être un peu nouveau, que ça draine entre bailleurs et locataires. Le volet construction, maîtrise d'ouvrage public, on l'a évoqué, il est très détaillé. On va poursuivre, nous, à la GEF, et avec les collègues de la direction de la maîtrise d'ouvrage et des politiques patrimoniales qui nous accueillent aussi sur ce sujet, et on les remercie pour leur éclairage technique. On va essayer d'enrichir encore cette documentation avec des documents types, des modèles, en tout cas des guides pour essayer de vous accompagner au mieux dans ces projets. Le guide est disponible en papier. Alors, si vous le voulez, on en a prévu quelques-uns pour la salle. En revanche, je ne veux pas vous faire aller et venir parce qu'on a une séquence très intéressante par la suite avec Rémi Vasseur et la DEMOP. Donc, vous pouvez venir récupérer un exemplaire de ce guide en papier pour ceux qui voudraient un exemplaire en papier sur le stand de la direction juridique et fiscale qui est situé au pavillon 6. Et au-delà de vous donner cette version du guide, on sera sans doute très content de prolonger la discussion avec quelques questions sur ce guide-là. Sur la fiscalité, pour rendre hommage à notre confrère qui nous a accompagnés dans ce rapport, si je résumais les choses, on est à la fois rattrapé par la fiscalité de droit commun, puisque l'énergie, comme l'a dit Bernard justement, a un prix, et à la fois on a une fiscalité spécifique, dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui se substituant à des taxes spécifiques anciennes issues de la loi du 10 février 2000, s'appelle aujourd'hui l'assise sur l'énergie. Depuis le 1er août dernier, ces assises ont baissé, mais elles restent très élevées. Et c'est un autre débat, parce qu'on sait que ça greffe considérablement le prix de l'énergie au consommateur final. Et c'est, quand tout à l'heure nous parlions de l'information des locataires ou entrants sur le prix de l'énergie, il faut évidemment jamais oublier le prix associé qu'est la fiscalité, qui est évidemment dans le secteur de l'énergie un coût particulier. Mais encore une fois, plus on est en autoconsommation, s'inscrivant dans une logique de rapprochement de la production de la consommation, moins on échappe, en tout état de cause, à la fulgurance du marché et on reste uniquement à l'abri d'une assise de l'énergie assez bien contrôlée pour les petites consommations. Parfait. Ben, écoutez, merci Michel, merci Bernard, Benoît pour vos interventions. Il nous reste 1 minute, donc la minute pour clore ce débat, ou en tout cas cette présentation. Et encore une fois, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand de la direction juridique et fiscale. On sera ravis de prolonger cet échange avec vous. Merci de votre attention. Merci.